Ça fait un moment qu'on a fait évoluer le centre commercial. Le centre commercial, c'est pas juste un endroit où on vient faire du shopping, c'est aussi un endroit où on vient s'amuser, on vient se divertir. Dans nos centres commerciaux, on a des cliniques, on a des cabinets médicaux, on a des écoles de danse. C'est un lieu de vie à part entière en fait. Les nouvelles frontières de la fiscalité, 8e épisode accueilli par Tiffaine et Hervé avec le groupe L'Ami Liaison, Carnov Group. Nous sommes heureux de vous retrouver pour parcourir les stratégies fiscales, l'avenir de la fiscalité. On va s'intéresser aujourd'hui à des choses qui sont beaucoup plus sectorielles puisqu'on a la chance d'avoir avec nous un directeur fiscal qui aurait pu être architecte, qui a peut-être été cycliste ces derniers temps. Il va peut-être nous parler de sa vocation, mais surtout on va parler fiscalité et immobilier. Christophe Rémilleux, bonjour. Bonjour Stéphane. Vous êtes donc directeur fiscal du groupe Clépierre et vous êtes président fondateur d'une association de fiscalistes en entreprise qui ne s'occupe que d'immobilier. Alors un petit mot sur cette fiscalité, cet immobilier et ce petit groupe d'une vingtaine de personnes, je crois que vous avez créé. Oui, c'est ça. Donc on a créé avec 8 autres fondateurs un cercle de fiscalistes de l'immobilier de l'entreprise. En fait, on avait besoin de se retrouver, de discuter, d'échanger, de pouvoir un peu partager nos pratiques et nos expériences. Et donc on a lancé ça pendant le Covid. On était un peu déprimés pendant le Covid. On s'est dit qu'il fallait qu'on discute. Ça a commencé en apéro Covid, en fait. Exactement, un peu comme ça. Et voilà, maintenant on a plus d'une vingtaine de fiscalistes de différents secteurs de l'immobilier. Ça va de l'investisseur au promoteur, avec les bailleurs sociaux, des assurances. Donc voilà, il y a une grande diversité dans les profils. Alors, merci beaucoup de nous donner du temps. Je vous préviens, j'y connais rien en immobilier, si ce n'est en tant qu'utilisateur. Je visite des centres commerciaux, très certainement, que vous opérez. Il y a plein d'autres activités dans le groupe Clépierre. C'est en plus un groupe européen, voire international. Donc, on va avoir cette vue très riche sur l'ensemble de la fiscalité. Alors, je poserai d'abord une première question, parce que ça a l'air d'être extrêmement difficile, extrêmement technique comme fiscalité. Ça a l'air d'être un millefeuille, encore plus que la fiscalité habituelle. C'est pire dans l'immobilier ? Alors c'est vrai que la fiscalité immobilière, on a la fiscalité corporate, on a la fiscalité internationale comme un peu tous les grands groupes. Donc le corporate des entreprises, parce qu'on a aussi des néophytes qui nous écoutent. Voilà, c'est ça, la fiscalité des entreprises, la fiscalité internationale. Et en plus, c'est vrai que l'attrait de l'immobilier, c'est qu'on a une couche supplémentaire qui est liée à la fiscalité immobilière. Donc avec toutes les impositions qui sont afférentes à l'immobilier. Donc, et on sait qu'en France, avec le millefeuille administratif, on va de la commune jusqu'à l'État, en passant par le département, la région, les sociétés de gestion, par exemple, du Grand Paris. Et plus récemment, on a eu une couche un peu supranationale, notamment avec Pilier 2, qui concerne un groupe comme le mien qui dépasse les 750 millions de chiffre d'affaires. Donc l'OCDE qui souhaite que les entreprises soient vertueuses et acquittent l'impôt juste au minimum 15% c'est ça, dans chaque État. On reparlera aussi de l'harmonieuse répartition de la fiscalité, parce que vous avez des concurrents qui ont un peu moins d'immeubles et qui font un peu le même métier que vous. Tout à fait. Et on garde ça pour la fin. Cette horizontalité, cette verticalité, du coup, ça demande des talents certains. C'est à la fois une compréhension de l'économie très locale, mais quand on opère sur un large ressort comme le vôtre, c'est aussi une forte culture internationale. Comment est-ce qu'on arrive dans ce type d'activité ? Oui, c'est ça. Alors moi, j'ai un background d'avocat et c'est vrai que je me suis rapidement spécialisé en fiscalité immobilière. J'ai fait de la fiscalité des entreprises, la fiscalité financière, et c'est vrai que la fiscalité immobilière m'a tout de suite plus plu. Et en fait, la fiscalité immobilière, c'est un monde un peu à part parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des règles dérogatoires, il y a des dispositifs spécifiques en fiscalité immobilière. Et donc, ça, allié avec l'international, donne beaucoup d'attrait à cette matière. Alors un immeuble, c'est vrai que ça bouge pas beaucoup, donc c'est assez tentant de vouloir le fiscaliser, mais dans l'histoire d'un immeuble, en fait, je crois que la fiscalité, finalement, à chaque étape, et là, on ne parle que de la pierre, mais derrière la pierre, il y a du financement. Vous pouvez revenir en détail sur ces éléments, ces 40 taxes, je crois ? Alors, c'est vrai que la fiscalité est assez omniprésente dans le secteur de l'immobilier. En effet, moi, je les ai décomptées. On a plus d'une quarantaine d'impositions qui suivent toute la vie d'un immeuble. Donc, ça va soit de son acquisition avec, par exemple, les droits de mutation, ou de sa construction
par exemple avec les taxes d'urbanisme, jusqu'à sa vente, avec forcément les plus-values immobilières qui sont taxées selon un régime différent des plus-values des entreprises classiques, on va dire. Et tout au long de la vie de l'immeuble, que ça soit sa rénovation, sa location, sa détention, même sa vacance, on va avoir des impositions assez spécifiques à chaque étape. Ça demande du coup à avoir à la fois une connaissance architecturale. Je revenais à votre passion de tout à l'heure. En fait, c'est une plaisanterie ou c'est vrai ? Non, alors moi souvent je dis que je suis arrivé dans la fiscalité immobilière parce que je suis un peu un architecte raté. J'étais très mauvais en dessin, donc je pensais que j'allais pas pouvoir réussir dans cette voie-là. Et j'ai eu la chance un jour de rencontrer un architecte qui a construit un de nos immeubles, on peut le nommer, il s'appelle Jean Nouvel, et je lui avais fait part Juste un petit architecte. Et je lui avais fait part de cette vocation un peu ratée, et il m'avait un peu rassuré, enfin postérieurement, en me disant que en fait, finalement, pour être un borné architecte, il faut aussi savoir maîtriser des outils informatiques, le dessin est une partie du métier, mais pas la seule et unique partie. Mais alors la fiscalité, ça en fait partie ou est-ce que finalement c'est un élément supplémentaire sur la rentabilité d'un investissement immobilier ou est-ce que ça peut être déterminant dans certains cas ? Non, alors oui, la fiscalité est souvent déterminante. Pour les entreprises, bien sûr. Oui, la fiscalité immobilière est souvent déterminante dans le cadre de nos opérations, que ça soit à la fois sur la location, mais aussi sur les transactions immobilières. On est assez moteur en interne pour conseiller sur la meilleure structuration entre un asset deal, un share deal, sur la meilleure façon aussi de financer une acquisition. Donc oui, on est un peu clé dans le dispositif de l'entreprise. Voilà, parce que finalement, les États, on reviendra à cette vue internationale, mais peuvent plus ou moins encourager cet investissement immobilier. Économiquement, c'est 3%, je crois, du PIB, donc c'est quelque chose d'important et qui en plus emploie une main-d'œuvre qui n'est pas forcément qualifiée. Donc vous avez un petit peu des encouragements à investir à la place des régimes fiscaux qui permettent finalement aux entreprises de vous utiliser, même si ce sont elles qui acquittent la fiscalité en bout de course. Alors en fait, il y a des régimes spécifiques en fiscalité immobilière, notamment les véhicules de détention, où on peut parler des SCPI, des SIC. Clépierre est une SIC, c'est une société d'investissement immobilier cotée. On a aussi les OPCI, qui sont aussi des véhicules qui visent à favoriser l'épargne des particuliers dans l'immobilier. Donc diriger cette épargne en fait vers l'investissement immobilier et pas uniquement le social comme dans la caisse d'épargne, mais là sur des véhicules spécifiques. Exactement. Et ces dispositifs se sont de plus en plus développés. Le régime SIC date de 2003, donc on a fêté plus de 20 ans. Le régime OPCI est un peu plus récent, il date de 2007. Mais voilà, il y a eu un mouvement de renouvellement aussi. On n'a pas juste les CPI ou certaines autres fonds immobiliers. Le mouvement s'est un peu plus spécialisé pour orienter encore plus l'épargne vers l'industrie immobilière. Mais ça, c'est la volonté de l'État d'encourager le secteur immobilier ou est-ce qu'il y a une compétition en fait sur ces différents projets immobiliers à travers l'Europe, voire le monde, puisque vous opérez de manière assez large en Turquie, bien oui, en dehors de l'Europe. En fait, il y a eu un encouragement de l'État à rehausser le niveau de la place française, notamment vis-à-vis des places européennes ou même des places américaines, parce que notamment le régime SIC a été calqué sur le régime américain, et parce que en fait, on n'était pas assez compétitif par rapport à certains autres investisseurs qui venaient investir en France. Donc ce régime a permis de remettre tous les investisseurs sur un même niveau d'égalité. Et du coup a beaucoup boosté la place immobilière et la place financière française. Alors malgré tout, il y a des tendances, je crois, quand on préparait cette émission, le Sud est un petit peu moins pro-immobilier, où l'administration aime un petit peu moins, et le Nord est plus encourageant, nos amis anglais étant à part, comme d'habitude. Oui, alors c'est vrai qu'on note un peu ce clivage, avec la France, je dirais, qui est un peu entre les deux. C'est vrai qu'on a des pays qui sont beaucoup plus lisibles et plus stables en matière de fiscalité, comme le Royaume-Uni, la Scandinavie. On a plus de difficultés en termes de prévisibilité avec l'Espagne, l'Italie ou même la France. C'est lié aux difficultés budgétaires en fait de ces États. C'est fait. La stabilité est certainement un élément important parce que vous êtes sur des investissements 15, 20, 30 ans, enfin assez longs comme cycle. Un investisseur comme nous, donc une foncière comme Clépierre, investit sur le long terme. Donc c'est vrai qu'on a besoin
d'une prévisibilité, d'une stabilité dans l'investissement, parce que quand on fait un business plan, eh ben, on a besoin de savoir quelle va être la fiscalité dans au moins 10 ans. Mais ça, c'est vrai que c'est pas évident, notamment dans des pays où, comme vous le dites, on a besoin de recettes budgétaires, et le recours à l'impôt est souvent l'outil le plus facile pour ajuster le budget. Oui, et puis on a l'impression que c'est pas un capital circulant. Enfin, on a un petit peu la même problématique sur les particuliers, où on peut penser que l'immobilier est un investissement stable, que l'on peut matraquer, alors que le reste, l'argent est très volatile. Oui, alors c'est vrai que l'immeuble, c'est pas une matière fiscale délocalisable. On a un immeuble, donc l'immeuble, on paye des impôts locaux, on paye des taxes locales comme la cotisation sur la valeur ajoutée, la CFE, et puis après, il y a le niveau de l'impôt sur les sociétés, le niveau de l'imposition minimum de 15%. Ça, c'est une matière qui, pour le coup, est facilement appréhendable pour le législateur. Oui, en plus, c'est fléchable et c'est lié aux communautés territoriales. Pardon. Donc, j'imagine qu'on ne doit pas lâcher sa fiscalité locale facilement. Oui, alors surtout en France, quand je regarde l'exemple français, où les recettes des collectivités locales ont tendance à baisser du fait de certaines réformes, notamment la suppression de la taxe d'habitation. Donc, oui, enfin, c'est un peu compensé par l'État, même. C'est compensé par l'État, mais voilà, il y a besoin quand même de renouveler aussi les recettes budgétaires. Là, on l'a vu récemment où le législateur a permis aux départements d'augmenter à nouveau leurs droits de mutation. Donc ça a un effet assez rapide sur les entreprises comme les nôtres. Alors, droit de mutation, puisque chez De Gaulle, on est avocat et notaire, c'est un élément important, la différence qu'il y a entre le notariat dans certains pays du sud de l'Europe, certains États du sud de l'Europe, et l'Allemagne, si je me souviens bien, les Pays-Bas, où on peut instrumenter en tant qu'avocat, en termes de fluidité, de compétitivité. Oui, alors bon, c'est vrai qu'il y a des différences sur les pays. Moi, j'ai pas noté de grandes différences entre l'avocat, le notaire. C'est vrai qu'il y a encore un monopole du notaire, notamment sur les transactions immobilières en asset deal, qui est assez fort. Mais c'est vrai que quand on fait des share deals, par exemple, quand on vend les parts d'une société, là, en principe, le notaire est peu ou voire pas du tout présent. À ce niveau-là, je n'ai pas noté une grande hétérogénéité. On n'est pas Noël, mais s'il y avait un souhait fiscal pour votre groupe, quel pourrait-il être? Si on regarde à l'étranger les régimes qui peuvent être intéressants et attractifs, qu'est-ce qu'on pourrait mettre sur la table pour redonner de la compétitivité à la place France? Je pense que ça serait plus de stabilité. Clairement, plus de prévisibilité. Alors c'est vrai qu'on a eu une période assez stable sur, on va dire, les 5-6 dernières années. Malheureusement, avec la nouvelle crise économique et politique, on retombe un peu dans les travers français, qui est de recourir à l'impôt pour stabiliser un budget. Quand on regarde l'étranger, c'est vrai que la stabilité est très appréciée pour un groupe comme le nôtre. Donc ça permet de pouvoir prévoir un investissement et pouvoir aussi délivrer un rendement qui est par définition stable et pas affecté par la fiscalité. Oui, parce que j'imagine que vous avez aussi l'argumentaire à faire pour convaincre les investisseurs d'investir dans vos projets. Et donc vous êtes au milieu entre les deux. En plus, vous avez des effets sur l'économie plus ou moins direct. Il y a deux éléments, le commerce, puisque vous avez beaucoup de surfaces commerciales, et puis parce qu'on fait des ombrières pour des centres commerciaux, il y a aussi toute une transition énergétique. Si on revient sur la compétition qui existe sur les modes de distribution, comment est-ce que vous vivez un petit peu d'asymétrie peut-être entre des distributeurs qui vous apportent directement dans la boîte aux lettres ce que vous avez pu commander la veille ou il y a une heure sur Internet, et puis l'expérience centre commercial que vous renouvelez, je crois, depuis la sortie Covid? Oui, alors c'est ça, Klépierre est un pure player, on est investisseur uniquement dans des centres commerciaux. Donc nous, on construit ou on achète des centres commerciaux pour louer les unités locatives à des retailers, à des boutiques à l'intérieur de ce centre. Donc par définition, c'est pareil, c'est une activité qui est très ancrée localement, qui génère de l'activité économique, de l'activité salariée, qui génère aussi des recettes fiscales pour les collectivités locales. Nous, on est
très favorable aussi à une concurrence avec des autres acteurs qui viennent un peu mettre un peu de disruption dans l'économie. Oui, sachant que sur les centres commerciaux, vous n'êtes pas très nombreux quand même, hein, c'est assez concentré. On a la chance d'avoir en France 2 grandes foncières, qui est Clépierre et notre concurrent Unibail, mais qui sont 2 grandes foncières européennes, voire mondiales, qui font partie des champions mondiaux. Mais c'est vrai que la concurrence du commerce électronique est un peu biaisée, notamment sur la fiscalité, et c'est un sujet de fond qu'on essaye de porter auprès du législateur. Ce qu'il faut voir, c'est qu'un centre commercial, comme il n'est pas délocalisable, il génère des impôts locaux. Contrairement à un entrepôt du commerce électronique, qui peut être en plus grande couronne, il ne va pas être soumis aux mêmes impôts locaux, souvent à des tarifs plus faibles. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que les boutiques qui sont dans nos centres commerciaux payent aussi des impositions locales spécifiques au commerce, ce que ne paye pas un opérateur dans le commerce électronique. Donc c'est vrai que là-dessus, il y a un peu un biais. Il y avait un biais aussi sur la TVA qui a été un peu corrigé par la directive de l'Union européenne en 2021 pour attirer le paiement de la TVA dans les pays de consommation. On a Pilier 2 qui est venu quand même aussi rééquilibrer les choses, parce ce qu'on voit, c'est que on a souvent les fameux GAFA qui vont investir depuis des pays à faible fiscalité. On aurait même dû avoir Pilier 1 d'ailleurs. Voilà, alors Pilier 2 a rétabli une sorte de concurrence un peu plus loyale. Mais c'est vrai que Pilier 1 devait compléter aussi ça pour justement attirer la recette fiscale des opérateurs du commerce électronique dans les pays de consommation. Malheureusement, Pilier 1 est encore un peu dans les cartons. Mais alors du coup, en vous écoutant, en coût complet fiscal, c'est-à-dire en contribution, je vais être un peu provoque et prendre un aspect CSRD. En fait, vous êtes un citoyen fiscal très vertueux et ça peut avoir un intérêt pour vous, finalement, de démontrer, au-delà de l'expérience sur laquelle on va revenir, mais d'avoir cette supplément d'âme et de contribution fiscale par rapport à d'autres. Oui, et d'ailleurs, c'est très important pour le groupe Clépierre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le groupe Clépierre est classé numéro 1 en termes de ESG dans le monde, pour le secteur des foncières commerciales. Donc, c'est numéro 1 au classement GRESB. On est sur la liste A du CDP, donc on a une forte inclinaison vers les enjeux de la CSRD. La fiscalité est un des éléments de la CSRD. Oui, parce que j'imagine que c'est plus utilité, consommation d'énergie et tout ça. Voilà, c'est ça. La CSRD a un vrai effet sur justement la réduction de la consommation d'énergie, la création de bâtiments avec une performance énergétique plus forte, plus élevée. Et c'est vrai que ça a permis aussi de créer un cercle vertueux pour les foncières aussi de commerce, qui fait que maintenant... on parle souvent de valeur verte, qui est le fait qu'un locataire va préférer aller dans un immeuble qui est plus vertueux au niveau écologique qu'un immeuble qui est plus que le trafic, en fait. Ça fait partie des éléments. Maintenant, la performance énergétique, les enjeux aussi de recyclage des déchets, les enjeux sociaux font partie du choix d'un locataire dans son emplacement. Oui, après, c'est notamment le choix des locomotives, c'est-à-dire les grandes enseignes que l'on trouve dans chaque centre commercial. Après, j'ai cru comprendre qu'il y avait de plus en plus d'animations, d'événementiel qui est organisé autour. C'est un business qui est en train de changer, en fait. Derrière les murs, vous valorisez énormément. Oui, alors ça fait un moment qu'on a fait évoluer le centre commercial. Le centre commercial, c'est pas juste un endroit où on vient faire du shopping, c'est aussi un endroit où on vient s'amuser, on vient se divertir, mais aussi on peut venir... Dans nos centres commerciaux, on a des cliniques, on a des cabinets médicaux, on a des écoles de danse. Ça devient un lieu de vie, en fait. C'est un lieu de vie à part entière, en fait. Nous, notre devise, c'est Shop, Meet, Connect. Donc, c'est aussi un endroit de connexion où les gens viennent... Alors, c'est Connect, pas commerce électronique, c'est de nouveaux amis. C'est se connecter, voilà, c'est vivre ensemble. Un centre commercial, c'est un lieu de vie à part entière.
Donc c'est Vélizy en fait, pour prendre des choses de ma génération. Oui, alors Vélizy, c'est pas chez nous, c'est notre concurrent, mais oui, vous allez à Créteil-Soleil ou à Val d'Europe, à Marne-la-Vallée. Alors Créteil-Soleil, comme ça je dis bonjour à mes étudiants de l'UPEC à Créteil, voilà. Mais vraiment l'idée de faire un lieu de vie. Alors ça veut dire derrière en fait de la construction de logements, peut-être demain, puisque les bureaux c'est un petit peu compliqué depuis le Covid. Mais ce sont des réflexions que vous avez sur certaines surfaces, peut-être vous avez une évolution pour faire changer les choses. Alors nous, on est vraiment spécialisé dans les centres commerciaux et c'est pas on s'est recentré sur le centre commercial en fait il y a quelques années. Donc il n'y a pas de volonté de se diversifier sur d'autres secteurs, mais on essaye en effet d'avoir des lieux qui soient un peu pluri-activité, donc c'est pas juste un centre commercial, c'est pas juste pour aller dépenser de l'argent dans une boutique, mais c'est aussi pour vivre, se divertir, aller au cinéma, aller manger une bonne entrecôte, enfin voilà, des choses comme ça. Et les centres-villes ? Et les centres-villes, alors nous on a aussi des centres qui sont dans les centres-villes. Je peux citer un exemple assez proche d'ici, c'est les Passages à Boulogne-Billancourt. On a des plus petits centres commerciaux dans les centres-villes. Donc ça dépend vraiment aussi de la géographie des lieux et de la capacité à créer un centre dans les centres-villes. Christophe Rémilleux, merci beaucoup pour cet éclairage et ce début d'éducation fiscale que vous nous avez permis sur ce secteur de l'immobilier. Merci à Tiffaine Dieni et à Hervé Vanrier qui vont nous découper, nous mettre en boîte, mais vous avez été parfait, donc il n'y aura rien à faire, j'en suis sûr. Et puis on vous retrouve très vite, au mois prochain, pour des nouvelles frontières de la fiscalité, #N2F. À bientôt.